À l'entame de ce 20h, la visite du Premier ministre du Burkina Faso au Mali, Apollinaire Kelem Joachim de Tambela, est arrivé cet après-midi à Bamako pour 48 heures. Il est porteur d'un message du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement industriel au Mali, l'école de maintien de la paix à Lune Blonde abrite un séminaire de haut niveau depuis ce matin. Une dizaine de pays participent à la rencontre. Également dans ce journal, les voies et moyens pour renforcer au mieux la résilience des populations face aux catastrophes naturelles. Le sujet est développé à la faveur d'un atelier national bilan en cours dans la région de Sikassou. Renforcement des capacités du bureau de la douane du cercle de Koro à travers la remise d'un scanner et l'installation des agents du poste de secours de la protection civile de la localité. L'exercice a été mené par le gouverneur de la région de Badjangara. Les détails à suivre. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. En fin du séjour au Mali du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit être venu s'enquérir de l'évolution de la transition et exprimer la solidarité de son organisation envers le Mali. Il a dit dans une déclaration lue devant la presse à la fin de l'audience à lui accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et nous l'écoutons au micro de Alucene Touré. Nous avons ensemble, avec la CEDEAO et les Nations Unies, en présence du Nigeria et du Ghana et bien entendu avec le gouvernement du Mali, mis en place le comité local de suivi de la transition, auquel je rends hommage pour le travail remarquable qu'il a accompli. C'est vous dire l'extrême importance que l'Union africaine accorde au Mali, membre fondateur de cette union, membre fondateur de l'OUA, et surtout à son glorieux et vaillant peuple, à l'histoire millénaire. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et nous avons fortement encouragé les autorités à redoubler d'efforts pour que les engagements pris soient pleinement tenus. Nous avons plaidé en faveur de davantage d'ouverture à tous les acteurs politiques et de la société civile dans une logique forte de rejet de toute exclusion politique ou sociale. Nous avons réaffirmé notre soutien au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s'exprimer en faveur de ces pays. Je lance un appel à l'intensification des efforts pour la revitalisation de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, de façon consensuelle, à la mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir le processus électoral, et enfin à l'approfondissement du consensus politique autour des questions majeures au centre des préoccupations du peuple malien, des forces politiques et sociales. Je repars rassuré parce que j'ai entendu auprès de tous les responsables de la transition, en particulier le président de la transition. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Union africaine, en étroite coordination avec la CEDEAO et les Nations Unies, d'apporter les concours à notre portée pour la stabilité du Mali et le succès d'une transition consensuelle et apaisée. Le Premier ministre du Burkina Faso est arrivé cet après-midi à Bamako pour une visite de 48 heures. Apollinaire Kelem Joachim de Tambela a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien Choguel Kokalamaïga. Il est porteur des messages du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta. Pendant son séjour, le Premier ministre du Burkina Faso aura des entretiens avec les plus hautes autorités du Mali. Pour plus de détails, écoutons le chef de l'administration du Faso. Il est au micro de Soumaïla Berté. Depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique indépendante. J'ai fait escale à Lomé, où je suis resté pendant plusieurs heures avec la première ministre du Togo. Et elle aussi m'a fait part de sa fierté pour le Mali. Et ça fait depuis longtemps que moi je voulais venir rencontrer mon homologue Kokala Maïga
Mais pour un problème de calendrier, jusque-là, je n'avais pas pu venir. Et maintenant, voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, donc un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, moi je le ramène à Bamako. Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus. Nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc, quand je venais, mon président Ibrahim Traoré m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Voilà. Et moi aussi, j'avais des débats à avoir avec mon collègue Kokala Maïga. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a plusieurs raisons qui m'amènent ici, à Bamako. Donc, j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici, à Bamako. D'autres aspects de cette visite dans nos prochaines éditions. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, étaient ce matin à la primature. Plusieurs sujets ont été abordés avec le chef du gouvernement, dont les missions de l'EGE. Abdul Karim Kaba. Présenter les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE tout en rappelant leur mission, tel est le sens donné à cette visite du président Maître Moustapha Cissé et ses membres à la primature. Nous avons adopté le règlement intérieur de l'EGE. Nous avons travaillé sur tous les textes qui fondent aujourd'hui notre existence et qui font que nous devons pouvoir accomplir notre mission. Nous avons compris qu'il y a une volonté politique réelle, une volonté de plus haute autorité pour faire en sorte que l'EGE soit rapidement opérationnel et que nous puissions accomplir notre mission. La réussite du processus électoral est un souci que nous partageons avec nos plus hautes autorités pour en faire en sorte que très rapidement le Mali soit doté d'institutions issues d'un processus électoral transparent. Face à l'histoire, vous avez une très grande responsabilité. C'est par cette phrase que le Premier ministre a introduit les échanges tout en félicitant les membres de l'EGE. Les élections, beaucoup pensent qu'elles se gagnent à partir de ce que va déclarer l'EGE. Mais l'EGE ne fait que constater ce que veut le peuple. Quand le peuple veut que quelqu'un le dirige, que personne ne puisse détourner ce choix autrement que veut ce peuple. Et qui est chargé de déclarer que c'est ça le choix du peuple? C'est vous. On pourrait vous considérer comme l'une des institutions les plus importantes en République du Mali. Parce que de votre décision dépendra dans une large mesure la future stabilité de notre pays après les élections. Dépendra la crédibilité des élections et donc la survie de notre nation. Notons que l'autorité indépendante de gestion des élections EGE compte 15 membres et a été installée le 10 janvier dernier. Bamako abrite un atelier sur la formulation et la validation du programme du Fonds mondial pour l'environnement. Pendant 2 jours, il s'agira pour les acteurs de l'initiative verte des 11 pays concernés de valider un programme de financement et de mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Boubacar Bablentouré. Après les ateliers sur les connaissances sur l'impact de la Grande Muraille Verte et celui de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, il s'agit à travers cette rencontre d'échange de formuler et de valider le programme du Fonds mondial pour l'environnement FME 8 de la Grande Muraille Verte. Et cela en vue de la mise en œuvre très prochaine de cette initiative verte. Cet atelier consacre le 3e segment d'une série d'activités prévues dans le cadre du séminaire résidentiel de la Grande Muraille Verte du Mali, qui a commencé depuis le 19 janvier à travers un pré-séminaire organisé par l'ICRAP et après le séminaire résidentiel proprement dit organisé par
l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et ses partenaires. Les présentes assises constituent une excellente contribution aux objectifs du séminaire résidentiel qui s'est affirmé comme un mécanisme de partage des expériences et des connaissances acquises par toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Pour la concrétisation de cet ambitieux programme, l'accompagnement des partenaires s'avère plus que nécessaire pour la mobilisation des ressources, ce qui explique la présence des partenaires techniques et financiers à cette rencontre. Un sommet organisé à Paris qui a identifié vraiment les problèmes au niveau de la Grande Muraille Verte, mais qui a surtout reçu l'engagement des acteurs multilatéraux, bilatéraux, les banques de développement pour accompagner les pays de la Grande Muraille Verte, où on a dit qu'il fallait lever 19 milliards de dollars pour faire face à tous ces problèmes qui ont été identifiés. La concrétisation de l'initiative de la Grande Muraille Verte se fera par la mise en œuvre de projets et programmes cohérents avec des plans de développement locaux à travers un partenariat novateur et multi-acteurs impliquant la participation de tous les acteurs pour les investissements sur le terrain. C'est dans ce contexte que nous exhortons les pays à accompagner cette démarche du PNUE, appuyée par le FEM, qui a permis à plusieurs pays de la Grande Muraille Verte d'établir ou d'actualiser leur situation de référence. À rappeler que ce programme de la Grande Muraille Verte regroupe 11 pays dont le Mali. Il vise non seulement la plantation d'arbres, mais à côté de nombreux projets de développement au profit des populations des pays bénéficiaires du programme. Direction l'école de maintien de paix à l'Une-Blondin-Bay où se tient un séminaire international de haut niveau. Les participants à la rencontre portent la réflexion sur le thème politique et projets novateurs en Afrique en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes, lutte contre les violences basées sur le genre et la réforme du secteur de la sécurité. Nouvelle approche, défis et perspectives. Fadeba Keita. Les 6 jours d'échange, mais aussi de partage d'expériences, de réflexion des participants sont pour les initiateurs de ce séminaire international de haut niveau une mère mise en cohérence des initiatives, approches novatrices sur la paix, la réconciliation, la médiation et la prévention des conflits, tout en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les débats en groupe de travail animés par des panélistes nationaux et internationaux s'inscrivent dans le cadre du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Il porte sur une dizaine de sessions, autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus et à travers la participation politique, lutte contre les violences basées sur le genre, bonnes pratiques expérimentées, initiatives endogènes et prévention des conflits impliquant les femmes et les jeunes, entre autres. La paix et la sécurité, nous ne pouvons pas dire c'est la part des femmes, c'est la part des jeunes, c'est la part des forces armées. Non, la sécurité est un concept global et chaque acteur joue sa partition. Et cela, il faut que nous comprenions que tant que nous diviserons le problème, il n'est pas sûr que les acteurs se sentent concernés par l'ensemble, toute la problématique que pose l'insécurité. Les femmes, les filles et les jeunes subissent le double effet du contexte sécuritaire instable et des inégalités sociales. Cette couche ne participe pas pleinement au processus de paix et de sécurité au Sahel. Ça sera l'occasion de permettre aux femmes et aux jeunes concernés par le projet de rencontrer d'autres femmes et d'autres jeunes venant de toute l'Afrique et de la Norvège afin de trouver les voies indiquées pour la consolidation de la paix au Mali à travers des échanges fructueux et la présentation de projets qui sont des réussites. Le séminaire international de haut niveau en cours au Mali, bénéfique pour tous les pays en conflit, en quête de paix, est financé par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali, appuyé par le cabinet ESEN. Et on est très content de pouvoir accompagner ce séminaire et ce projet pour que les femmes au Mali soient données une place encore plus importante et dans la politique, et dans l'économie, et dans la société en général. Ce séminaire constitue une occasion de bien débattre de tous les goulots d'étranglement, les obstacles, afin d'identifier les bonnes pratiques portant sur la paix, la réconciliation, la médiation et la prévention des conflits, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la lutte contre les violences basées sur les genres et la réforme du secteur de la sécurité. Ce séminaire international de haut niveau sur le projet RECAFEVEC
vise donc 3 objectifs spécifiques, à savoir la réalisation de l'état des lieux des politiques nationales et régionales en Afrique, l'identification et la promotion des bonnes pratiques et l'élaboration des recommandations tendant à améliorer l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le but de mieux contrer les violences basées sur les genres et assurer une meilleure réforme du secteur de la sécurité. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a présidé hier la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de validation du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, phase 2. Une fois validé, le Mali sera le premier pays en Afrique à avoir un plan d'action national sur l'élimination du travail des enfants. Jules Sambou Sissoko. L'atelier national de validation de la deuxième génération du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANATEM 2023-2027, est le couronnement d'un processus inclusif et participatif des acteurs et partenaires concernés par la lutte contre le travail des enfants. Le plan d'action qui sera adopté est un national très déterminant qui bénéficie du soutien des centrales syndicales, du Conseil national du patronat du Mali et de l'Organisation internationale du travail selon leur responsable. Le Mali montre ainsi l'exemple à toute la région. Cela est d'autant plus notable que le Mali était l'un des 2 pays africains ayant participé aux travaux de la commission de rédaction de l'appel de l'action à l'action de Durban de 2022. Le PANATEM 2 offre ainsi une nouvelle carte nationale des actions à entreprendre en matière de lutte contre le travail des enfants pour laquelle nous manifestons en tant que CNPM tout notre soutien. Parmi les enfants travailleurs au Mali, 75% sont âgés de 5 à 14 ans et 25% de 15 à 17 ans, selon une enquête réalisée en 2020 par l'INSAT. L'objectif général du présent atelier est d'examiner cet important document et de l'enrichir, notamment en ces 2 volets qui comportent chacun 5 axes, afin de doter notre pays d'un document de référence pour les 5 prochaines années. Je voudrais réitérer l'engagement de mon département pour le compte du gouvernement du Mali à accompagner toutes les initiatives visant l'élimination du travail des enfants au Mali. Cette activité est le fruit d'un effort inlassable de la Direction nationale du travail et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Le présent atelier national clôt la phase de consultation des acteurs impliqués dans l'élaboration du PANATEM 2 2023-2027. Dans des communiqués déposés à notre rédaction, le Haut Conseil national des organisations de la société civile du Mali, le mouvement Ensemble pour un Mali nouveau et le mouvement de soutien aux forces armées maliennes dénoncent les propos de mademoiselle Aminata Cheikh Diko lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au nom des Nations Unies. Bien sûr, Aminata Cheikh Diko, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies au nom de la société civile malienne. Il condamne avec la dernière énergie ces propos tendancieux visant à ternir l'image du Malien en général et de notre brave armée en particulier. Cet autre communiqué, les coordinateurs de la commission de finalisation du projet de la Constitution de la République du Mali informent les membres que les travaux débuteront le lundi 6 février 2023 à partir de 9h à la présidence de la République à Koulouba. Le coordinateur s'est compté sur la participation effective de tous les membres. Le chef d'état-major général des armées adjoints, le général de brigade Ousmane Ouele, était à Gao. La visite s'inscrit dans le cadre de la prise de commandement par le nouveau PCA Est, Alou Idrissa Maïga, avec le concours de la DIRPA. Le général de brigade Ousmane Ouele, chef d'état-major général adjoint des armées, à la tête d'une forte délégation composée du sous-chef des opérations à l'état-major général des armées, le colonel Famouké Kamara, et de plusieurs chefs militaires, était au camp Firoun Ag en Linsar de Gao. Objectif: prendre contact avec le nouveau commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, installé dans ses fonctions il y a juste quelques semaines. Nous sommes venus voir le tout nouveau commandant du PCIAT Est et profiter par la même occasion de faire passer le message du chef suprême des armées, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour les féliciter pour les résultats engagés qui ont permis
à nos concitoyens de pouvoir mener leurs activités quotidiennes dans la plus grande quiétude. Le visiteur du jour a saisi l'occasion pour exhorter les hommes à plus d'engagement dans le cadre de la poursuite des opérations avec les nouvelles acquisitions d'équipements de combat. À Gao, j'ai vu sous le leadership du commandant du PCAT actuel des hommes véritablement engagés et très déterminés à poursuivre les missions pour l'atteinte des objectifs assignés. Pour cette année 2023, c'est d'assurer le bon déroulement des élections à venir avec la mise en œuvre du plan d'opération Tilekura, un plan qui est conçu uniquement pour permettre d'assurer un bon déroulement du processus électoral. À Gao, le chef d'état-major général adjoint des armées a rendu visite aux blessés de guerre à l'infirmerie de la garnison et au centre d'hospitalisation de chirurgie au rôle 2 au camp 1 avant de rendre visite au gouverneur de la région de Gao. 1,6 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de la Poste du Mali au titre de l'exercice 2023. La 39e session ordinaire du Conseil d'administration examine ce budget et le plan opérationnel 2023 en vue de leur adoption. Nouhoum Sissoko. En dépit des difficultés conjoncturelles, la Poste du Mali a pu se maintenir dans le giron des postes qui comptent en Afrique grâce à l'engagement des plus hautes autorités. La 39e session ordinaire de son conseil d'administration examine le rapport d'activité de l'exercice écoulé. La construction des bureaux de poste dans les communes de Bamako. L'organisation des festivités des 150 ans de la Poste au Mali qui a vu la présentation de produits innovants sont autant d'éléments qui marquent le retour progressif des services postaux de proximité. Le projet de budget 2023 de la Poste est estimé à 1,6 milliard de francs CFA contre 1,5 milliard de francs CFA en 2022. Au regard de l'environnement concurrentiel, la Poste du Mali a entrepris un vaste chantier de réforme conformément à la vision des autorités. La Poste du 3e millénaire, à laquelle aspirent les plus hautes autorités de la transition, doit être une entité qui ouvre les citoyens sur un créneau d'audience qui s'articule autour du courrier, des services financiers postaux et des services numériques postaux. Il reste entendu que l'amorce de cette nouvelle posture doit s'intensifier dans un monde de globalisation avec son cortège de systèmes d'échange en perpétuelle évolution. La politique du service postal axée sur la rénovation en profondeur du secteur et de ses outils d'intervention consiste à faire de la Poste un vecteur de développement et un pôle de croissance économique prôné par les plus hautes autorités. En troisième région, comment renforcer au mieux la résilience des populations face aux catastrophes naturelles et amener les victimes à résister à leurs conséquences. La question est débattue à la faveur d'un atelier national bilan des inondations 2022. C'est dans la région de Sikasso qui arbitre les travaux. Moussokoro Siremi. Entre effets des changements climatiques, forte croissance démographique ou encore dégradation des ressources naturelles, nombreux sont les phénomènes qui favorisent les risques de catastrophes naturelles dans notre pays, parmi lesquels les inondations. À cet atelier national bilan des inondations 2022, les acteurs évaluent et valident les niveaux de mise en œuvre des plans de préparation et des outils de gestion des risques et des catastrophes. Au cours de l'année 2022, le bilan provisoire des inondations fait état de 4 230 ménages touchés, occasionnant 27 640 personnes sinistrées, avec malheureusement 4 cas de décès et d'importants dégâts sur les habitats, les outils de production, les cultures et les animaux. La rencontre de Sikasso, initiée par la Direction nationale du développement social et celle de la protection civile, est soutenue par l'UNICEF. L'organisation appuie les efforts de l'État malien à travers son programme de coopération pays Mali-UNICEF 2020-2024 en vue de répondre aux besoins des personnes en situation d'urgence. Grâce au partenariat dynamique entre les structures gouvernementales en charge de la préparation et de la réponse aux urgences et l'UNICEF, des réalisations importantes ont été faites et des résultats significatifs ont été obtenus. J'aimerais citer le renforcement de la coordination des structures étatiques grâce à des comités de veille et de gestion de crises et catastrophes opérationnels, l'élaboration et la mise à jour annuelle des plans de réponse aux inondations au travers des ateliers bilans et de ces outils de collecte d'informations.
Le cadre qui regroupe près de 70 participants de toutes les régions du Mali devra donc permettre de mettre en place des stratégies et des actions appropriées de prévention et de riposte. La finalité est de parvenir à renforcer au mieux la résilience des populations face aux différents phénomènes. Nous restons à Sikasso où le conseil patronal de la région dispose désormais d'un siège 17 ans après son installation. L'infrastructure qui comporte 9 bureaux et 2 salles de réunion a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. Le siège du conseil patronal de la région de Sikasso est une réalisation en rez-de-chaussée plus 2 comportant 9 bureaux et 2 salles de réunion. Il a coûté plus de 100 millions de francs CFA au Conseil national du patronat du Mali pour loger le conseil patronal de la région de Sikasso 17 ans après son installation. Le secteur privé que nous sommes a aussi pour rôle d'aider à mettre fin à l'insécurité et au terrorisme sur ses différentes formes. Il en est de notre mission aussi de faire du lobbying auprès de l'État afin qu'il comprenne qu'il n'existe aucune formule miracle pour créer l'emploi. Seule l'entreprise peut en créer. Notre couverture territoriale est en bonne voie car notre fêtière est devenue un acteur majeur dans les actions de développement économique et social dans toutes les régions administratives anciennes. Le bureau s'attellera pendant sa mandature à compléter le maillage de notre pays pour que tous les entrepreneurs de notre pays puissent bénéficier d'un appui de proximité de leur fêtière. Pour les représentants de l'exécutif régional, le conseil patronal régional est un démembrement du conseil national dont les missions concourent au développement du pays. Sa mission de représentation et de défense des intérêts de ses membres, de définir et connaître le point de vue des entrepreneurs sur les sujets concernant directement ou indirectement ses membres, d'exprimer la volonté de progrès des entrepreneurs au plan économique et social, de contribuer enfin à un dialogue constructif dans les entreprises et leurs organisations professionnelles. L'importance du secteur privé a été rappelée par le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Abdrahman Sidibé, pour qui la réalisation de ce siège témoigne de la vitalité du conseil patronal. Le ministère allemand des Affaires étrangères apporte son soutien aux actions humanitaires de l'État dans le centre du pays. Il vient de financer un projet pour améliorer les résultats humanitaires parmi les populations touchées par la crise dans les cercles de Mopti, Djéné, Douanzan et Badiangara. Boubacar Sankari. Plus de 729 millions de francs CFA sur le coût du projet RIMS Casa, Réhabilitation, Action humanitaire inclusive, SPS et thérapie de stimulation en Afrique subsaharienne touchée par la crise pour les groupes vulnérables. Ce projet financé par le ministère allemand des Affaires étrangères est mis en œuvre par les ONG HDM, Association Jeunesse et Développement du Mali et HI, Humanité et Inclusion. Il intervient dans 4 cercles du centre du Mali, à savoir Mopti, Djéné, Douanza et Banyangara, et contribuera à apporter un appui à la sensibilisation et à la prise en charge des victimes d'engins explosifs improvisés et d'armes légères et de petit calibre, à réduire l'impact de la malnutrition sur le développement de l'enfant et par conséquent le fardeau de la malnutrition sur la communauté tout entière, et enfin à apporter un soutien psychologique aux parents des enfants malnutris et un renforcement des liens parents-enfants pour un meilleur développement de nos enfants. Dans sa mise en œuvre, le projet va s'appesantir sur plusieurs activités dont le soutien aux évacuations médicales et la formation des agents de santé sur la réadaptation d'urgence. Toutes ces actions opérationnelles du projet seront principalement planifiées et coordonnées et menées sous le leadership des autorités administratives et sanitaires locales, régionales et nationales. D'une durée de 29 mois, le projet RIMS Casa va toucher plusieurs bénéficiaires, parmi lesquels 1250 enfants malnutris, 130 victimes d'agents explosifs, 480 volontaires communautaires et 149 professionnels de santé. Le gouverneur de la région de Badiangara vient de procéder à la réception du scanner du bureau de la douane de Koro et à l'installation des agents du poste de secours de la protection civile de Koro, une initiative des autorités de la transition qui vise à renforcer la capacité opérationnelle de 2 structures. Idrissa Keita.
La reprise des activités socio-économiques et la sécurisation des personnes et de leurs biens occupent une place de choix dans les préoccupations majeures des autorités de la transition. Au nom des ministres de l'économie et des finances, de la sécurité et de la protection civile, le gouverneur de la région de Bandiagara a procédé à la réception des scanners des services de douane et à l'installation des agents du poste de secours de la protection civile de Koro. L'État déploie beaucoup d'efforts. L'État est en train d'équiper tous les postes de sécurité de la protection civile. Nous sommes sur les locaux du scanner pour prendre en charge aussi les besoins de nos opérateurs économiques, de nos commerçants, des usagers. Et nous voulons être au même niveau que les autres de la sous-région. Donc avoir un scanner dans le chef-lieu de cercle de Koro et un cercle aussi qui est à la frontière. Il est extrêmement important qu'à partir du Mali, qu'on puisse aussi desservir cette partie du territoire. Le deuxième axe fort de cette tournée de travail à Koro a concerné la visite du PC tactique FAMA du site des réfugiés et des personnes déplacées internes et la remise des vivres. Je voulais dire aux réfugiés venant du pays frère et ami du Burkina Faso que vous avez quitté chez vous et vous êtes chez vous. Que le Mali est un grand pays d'hospitalité et d'humanité. Il y a de cela plus de 4 ans, même plus pour certains, que nous vivons loin de nos villages pour cause d'insécurité. Nous avons tout perdu suite au conflit, mais grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités de l'État et de ses partenaires, nous parvenons à tenir pour le moment. De Tendeli à Koro, en passant par Kopropel et Yadjanga, l'ambiance était au rendez-vous. La visite de courtoisie aux notabilités et des bénédictions pour la paix au Mali ont couronné la visite de travail du gouverneur de Bandiagara dans le cercle de Koro. C'est parti pour les activités de la foire internationale à Ségou-Ara. Pour cette édition, 400 exposants proposent des produits riches et variés à travers 234 stands. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus durant cette édition. Fousséni Samake. Cette 19e édition de la foire internationale Ségou-Ara permet de valoriser, promouvoir et commercialiser les produits locaux dans le domaine de l'artisanat, de l'art et de l'industrie agroalimentaire en créant un pont entre la culture et l'économie. La foire de Ségou permet de stimuler l'innovation, la créativité et une émulation saine entre les acteurs locaux afin d'améliorer la qualité de leurs produits au bonheur des populations locales. Pour cette année, plus de 35 000 visiteurs sont attendus dans 234 stands d'artisans et de créateurs venus du Mali et d'ailleurs. Nous ouvrons alors avec plaisir les portes de la cité des Balanzans et remettons aux festivaliers, aux exposants, les clés pour un bon déroulement de cette activité. C'est le partage qui permet de faire tomber toutes sortes de barrières, qu'elles soient sociales, ethniques, religieuses ou même générationnelles. Malgré les crises multiformes vécues par notre pays, ces dernières années, la foire agricole et artisanale est restée constante et résiliente. Elle traduit aussi la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, faire de l'artisanat malien et de l'agriculture des moteurs de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite des stands au rythme de la musique Somono sur les berges du fleuve Niger. L'Association nationale des transformateurs du riz étuvé vient de tenir à Ségou une journée porte ouverte sur l'utilité du riz étuvé. En partenariat avec Ricolto, la journée a été l'occasion pour les associations de femmes et de jeunes de montrer au grand public leur savoir-faire. Honorez-nous. Développer l'intérêt et la connaissance du grand public, des décideurs et des partenaires techniques et financiers sur l'importance aussi croissante de la filière riz, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte sur les produits transformés à base du riz étuvé. Une journée organisée par Ricolto en partenariat avec l'Association nationale des transformateurs du riz.
Plusieurs mets en précuit exposés par diverses associations de femmes montrent ainsi le savoir et le savoir-faire de celles-ci pour la promotion de la chaîne de valeur riz. Il me plaît ici de saluer la présence à cette journée des acteurs de haut niveau de l'agriculture qui ont accepté le déplacement pour partager avec nous ces moments solennels et mémorables. Elles ont été très ingénieuses, ces femmes. Elles font beaucoup de choses avec ce riz étuvé qui, pour prouver à toute la population et à tout le Mali qu'avec le riz étuvé, on peut faire beaucoup de choses. Les communications ont surtout porté sur l'utilité des produits transformés, les mesures de conservation observées par le transformateur, des innovations techniques et technologiques créatrices de richesses et de sécurité alimentaire. Nous saluons Récolto, l'Office du Niger et l'Office RI, ainsi que CIV pour leur soutien à la tenue de cette journée. Au Mali, l'une des préoccupations de plusieurs autorités est l'augmentation de la productivité et de la production agricole. En aval de cette production, l'activité de transformation contribue à valoriser les produits agricoles et à apporter une plus-value. Une visite des stands et une dégustation ont aussi marqué cette journée porte ouverte. Ouverture à Tombouctou d'une bourse régionale à l'intention des producteurs de céréales et les transformatrices de produits agroalimentaires de la région. Cette deuxième édition vise à contribuer au renforcement de la résilience des petits producteurs céréaliers de la zone du Delta. Hamous Maïla. Créer un espace et un temps où les différents acteurs et partenaires de la filière céréalière se trouvent pour mettre en relation l'offre et la demande de produits agricoles de façon plus professionnelle, efficace et durable, c'est tout l'essence de cette bourse qui vient de s'ouvrir en 6e région. Elle est initiée par Fitve Fitir Sougouyourwa en partenariat avec la plateforme multi-acteurs de Tombouctou. Les bourses régionales aux céréales sont des événements de commercialisation périodique permettant aux petits producteurs des zones d'accès difficiles non seulement de commercialiser les produits, mais aussi d'avoir des informations de marché à travers les plateformes du système d'information du marché Simagri sur les prix, les stocks et les localisations. Compte tenu de son importance, cette deuxième édition de la bourse régionale des céréales a mobilisé plusieurs producteurs de la région dans le but de tisser des relations commerciales avec les autres acteurs du domaine. C'est là malgré la situation particulière de la campagne agricole de l'année dernière marquée par l'inondation de plusieurs périmètres de la région. L'édition 2022 de la bourse aux céréales a engrangé des résultats satisfaisants au point de vue mobilisation des stocks. Au-delà des transactions effectuées, elle a permis l'établissement des liens d'affaires basés sur la confiance réciproque entre acteurs. L'édition de 2022 nous a permis d'enregistrer 1256 tonnes de céréales pour des demandes d'achat et 6 contrats formels signés pour un montant de 85 468 350 francs CFA. C'est le lieu aussi de remercier les plus hautes autorités de la transition d'avoir pensé aux 3 plaines d'Aïe Amadia Kouroumé pour leur réhabilitation pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Une visite de stand par les autorités régionales pour constater des visites les savoir-faire des producteurs et transformatrices des produits agricoles a mis fin aux activités du lancement. Les acteurs du programme Solidarité et Entraide au Mali ont initié une journée porte ouverte. Le but est d'évaluer les activités réalisées par le programme au cours des 3 dernières années. Sorona Kabisogo. Le programme Solidarité et Entraide au Mali, PSEC Mali, couvre les régions de Kita, Dioïla, Ségou et Gao. Il est conçu par l'ONG internationale Oxfam et ses partenaires nationaux, notamment Stop Sahel et KEB. Après 3 ans de mise en œuvre du programme, l'heure est à l'évaluation des activités menées sur le terrain, un exercice auquel se livrent les acteurs du programme. Nous avons pu mobiliser avec plus de 30 000 femmes et jeunes, plus de 500 millions par rapport à l'objectif B, qui est l'acquisition et la réalisation d'infrastructures structurantes. Nous avons pu faire bénéficier 2702 femmes de chèvres. On a réalisé aussi des boutiques d'intrants et de semences dans 24 localités. Oxfam au Mali priorise une approche multidimensionnelle dans sa lutte contre la pauvreté
et ses dérives dont les inégalités et les injustices en travaillant sur 3 axes stratégiques du changement. En effet, le projet PSEC Mali, qui nous réunit aujourd'hui, répond à ce 3e axe de changement dans son intervention auprès des communautés. Ces activités menées relèvent de la mission assignée au projet. Il s'agit de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la création des moyens de subsistance. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali, à travers ses communautés, où qu'elles soient, a vraiment besoin de programmes de développement à l'image de PSEC Mali. Un projet qui travaille à la cohésion sociale et à l'entraide communautaire par la promotion et l'auto-emploi pour les jeunes et les femmes. J'avoue que le ministère chargé de l'emploi est reconnaissant envers ces actions nobles et salutaires, très contributives à la restauration de la paix dans l'esprit du bon vivre ensemble. Cette journée porte ouverte a été marquée par la remise des attestations aux ONG KEB et Stop Sahel, une distinction qui récompense leurs efforts en faveur de la communauté. La 4e édition du concours de lecture du Coran que la Fondation Mohamed VI des ulémas africains organise chaque année vient de prendre fin. Au Mali, ils étaient au nombre de 92 candidats et 3 ont été retenus à l'issue du processus. Bokari Koulibaly. Massire Sako, Hamza Ba et Youssouf Amadousso sont les 3 heureux gagnants du concours de lecture du Saint-Coran de l'édition 2023 au Mali. Un concours qui a vu la participation de plus de 90 candidats. L'initiative aide la Fondation Mohamed VI. Elle vise non seulement à promouvoir l'islam, mais aussi à booster la compétence des participants en lecture et mémorisation du Coran. C'était pour encourager les enfants et puis leur donner un peu de confiance en eux-mêmes pour qu'en participant à la phase finale qui va se tenir en mois de carême, qu'ils puissent décrocher, c'est-à-dire le trophée pour le Mali. Occasion pour le ministre en charge des affaires religieuses et l'ambassadeur du Royaume du Maroc de signifier toute l'importance de cette compétition qui vient renforcer davantage la coopération bilatérale qui existe entre les 2 pays. Nous remercions la Fondation Mohamed VI pour avoir organisé cette séance de lecture du Coran. Ça montre que cette fondation est une fondation qui est là dans le cadre de la coopération entre les 2 pays. Tant que ces genres de fondations se trouvent dans notre pays, Inch'Allah, nos relations séculaires vont marcher et vont booster encore plus avant. C'est donc l'occasion pour renouveler les félicitations des membres de l'ambassade du Royaume du Maroc et de moi-même à la Fondation Section Mali pour le travail énorme accompli. Ces efforts, comme vous le savez, contribuent encore plus à souder les relations qui lient nos 2 pays depuis des millénaires. Ainsi, les 3 lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran représenteront notre pays à la grande finale prévue pour le mois de Ramadan prochain dans le royaume chérifien, c'est-à-dire au Maroc. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 233 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 3 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.